Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la semaine USA, dédié aujourd'hui à la distribution des biens de conso et plus particulièrement à l'importance du e-commerce et du dropshipping. Vous allez voir, enfin vous l'avez déjà constaté, durant ces 5 dernières années, la distribution aux États-Unis a profondément évolué, a profondément changé et évidemment la part du e-commerce, que ce soit côté particulier comme côté entreprise, a explosé. Ça a provoqué d'ailleurs, et on le verra grâce à l'intervention de Thibaut, ça a provoqué la disparition, la mutation de la fonction classique de distributeur telle qu'on la connaissait il y a quelques années. Donc aujourd'hui, pendant ce webinaire, on va balayer différents points importants. On va voir quelles sont les tendances actuelles et à venir en termes de distribution et de e-commerce. On va vous montrer comment vous devez vous adapter et comment adopter ces nouvelles méthodes de distribution, comment mettre en place aussi une stratégie efficace. On va vous donner des conseils pour cela. Quels sont les pièges à éviter? Thibaut va aussi vous faire un point sur les différents marketplaces et quel marketing adopter ou là encore adapter à vos projets de développement commercial sur les États-Unis en fonction de vos différentes activités. Alors, comme d'habitude, ce webinaire, c'est le vôtre, c'est votre moment privilégié. N'hésitez pas à prendre la parole tout au long de la présentation de Thibaut et Sébastien. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit par écrit avec le petit chat questions-réponses ou par oral. C'est très facile pour moi d'activer vos micros et puis c'est plus dynamique et plus sympa de poser vos questions de vive voix. C'est plus facile d'échanger ainsi que par écrit. Donc, n'hésitez surtout pas à lever la main pour que j'active vos micros et à interagir avec nous, avec ce qui va être dit pour poser vos questions, partager vos expériences, exposer vos problématiques et puis on y répondra au fil de l'eau en direct. On répondra donc à vos questions. Le webinaire est enregistré, le podcast sera disponible d'ici 2 semaines, peut-être avant. Je vous alerterai par mail, je vous informerai de la mise en ligne. Quant à la prise de notes, pas de panique, hein, comme d'habitude, la présentation d'aujourd'hui sera disponible elle aussi sur la plateforme BCI Info sur notre site web. Là encore, je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir. Je vous remercie à l'avance. Lorsque vous allez, à la fin de ce webinaire, vous déconnecter, vous allez tomber sur un petit questionnaire de 12 questions. Ça prend sincèrement 1 minute d'y remplir. Je vous remercie par avance de consacrer ce temps pour répondre aux quelques questions que je vous ai posées. C'est important pour nous d'avoir votre retour. C'est important pour nous, BCI, mais aussi pour nos intervenants, d'avoir votre avis, vos suggestions, les axes d'amélioration éventuellement auxquels vous pourriez penser. Donc, merci beaucoup par avance de prendre cette petite minute pour répondre au questionnaire en fin de webinaire. Je vais vous présenter nos 2 intervenants donc, de cet après-midi. Bienvenue Thibaut, bienvenue Sébastien. Merci. Merci messieurs pour votre présence et pour le partage de votre expertise cet après-midi avec nos entreprises bretonnes participantes. Donc Sébastien et Thibaut font partie de BB Inc. C'est l'un des prestataires agréés du réseau de BCI pour les États-Unis. Donc Sébastien est Managing Partner de BBC Inc. et Thibaut est E-Commerce Manager. Donc c'est Thibaut principalement qui va prendre la parole pour ce sujet qui nous intéresse cet après-midi, puisque majoritairement on va parler donc du e-commerce. Comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui présente BCI. Alors désolé, hein, ceux qui sont habitués à nos webinaires, c'est un peu redondant pour vous. Vous allez finir par connaître la vidéo par cœur, mais voilà, encore une fois, c'est la tradition et pour les gens qui ne connaîtraient pas encore tous les services de BCI, c'est très bien expliqué ici. Ça dure 4 petites minutes. Je vous remercie pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays.
En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Voilà. Alors, la petite vidéo, vous avez vu, vous a parlé de l'Open de l'International. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 5 juillet prochain. Comme tous les ans, le premier lundi de juillet, on va donc vous proposer un nouvel Open. Une nouvelle fois, il sera online cette année. Contexte Covid oblige. La différence avec la version online de 2020, c'est que cette année, en plus des rendez-vous B2B, on va vous proposer à l'ancienne, comme du temps où on était en présentiel, on va vous proposer plusieurs ateliers thématiques, des focus pays, des tables rondes. Donc, notez dans vos agendas, le 5 juillet prochain, vous recevrez de toute façon un email d'invitation pour vous inscrire en ligne sur le site web de l'Open de l'International. Donc, à noter dans vos agendas, le 5 juillet prochain. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est la veille et les informations en ligne que vous pouvez retrouver sur BCI Info. Je vous laisserai lire la diapo plus tard. On va rentrer directement dans le sujet qui nous intéresse cet après-midi et je vais donc céder la parole à Thibaut. Je vais te céder la parole et la souris. Normalement, tu as la main pour passer les différents slides. Alors ici, ce sont les différents points dont j'ai parlé tout à l'heure que tu vas aborder. Voilà, je te laisse, la parole, Thibaut.
Parfait. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à aborder. Je vais essayer pas d'aller très profondément dans chaque sujet, mais au moins de donner l'essentiel sur chacun des sujets. Et puis après, au travers des questions ou au-delà du webinaire, si vous avez besoin d'approfondir certaines choses, on est à votre disposition pour le faire. Donc, on va passer sur le sommaire rapidement, puisque Karen a très bien résumé ce sommaire tout à l'heure. Donc, je vais voir si ça marche. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ça marche. Il y a un lag. Parfait. C'est moi qui l'ai changé, là, Karen? Parfait. Donc, je pense que ça marche maintenant. Ça marche, mais effectivement, il y a un lag entre le moment où tu cliques. Le premier changement. Si c'est gênant, je vais reprendre la main et puis je passerai les slides, ne t'embête pas. Ok, parfait. Donc, on va voir sur les autres slides. Donc, excusez-nous pour ce problème technique. Donc, en fait, la distribution, comme le disait Karen tout à l'heure, aux États-Unis est en profonde mutation. Effectivement, il y a une totale révolution du numérique qui avait déjà démarré avant la pandémie de Covid-19, mais qui s'est bien entendu accélérée durant 2020. Aujourd'hui, il y a une vraie prolifération des sites marchands, c'est-à-dire que toutes les marques pratiquement ont leur site marchand en plus de vendre sur les marketplaces. Il y a une perte de vitesse ce qu'on appelle le brick and mortar, donc des magasins traditionnels, que ce soit ce qu'on appelle les big box retailers, donc des Macy's, des JCPenney, des très très grands distributeurs, comme aussi des magasins de proximité. Là encore, c'est une tendance qui était visible depuis plusieurs années, mais qui s'est accélérée avec la pandémie. Mais ce n'est pas une conséquence de la pandémie, c'était vraiment quelque chose qui était visible et qui amène des changements de comportement d'achat chez les acheteurs, aussi bien en B2B qu'en B2C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réflexe va de plus en plus sur aller vers un achat en ligne plutôt que d'aller dans un magasin chercher les choses. À la limite, je vais voir le produit tel qu'il est dans le magasin et après, je vais l'acheter en ligne. Il y a aussi une profonde mutation des modes de livraison. On va le voir, j'ai un slide là-dessus, mais de plus en plus, on veut du plus en plus rapide. Donc, ça appelle beaucoup de mutations au niveau logistique et au niveau transport. Et puis, bien sûr, la digitalisation des échanges B2B. Donc, tout ce que j'ai noté au-dessus concerne également le B2B, donc les relations, les achats entre les entreprises. Donc, on va voir comment se préparer sur les États-Unis sur cette mutation. Alors, effectivement un lag. Voilà, parfait. Donc, juste pour illustrer ce qu'on appelle une augmentation de la tendance. Alors, une chose à rappeler, c'est l'essor du retail online. Aux États-Unis, dans le retail, on prend aussi en compte les ventes automobiles et les ventes de pièces automobiles aux États-Unis. La seule chose qui n'est pas dans le retail, en fait, sont tout ce qui est vente alimentaire à emporter, enfin les restaurants. Donc, on voit l'évolution sur les 10 dernières années, mais surtout en 2020, l'évolution qui a été énorme en 2020. La ligne est mauvaise, Thibaut, on t'entend. Les pieds plus sont faits en ligne. Donc, la ligne est mauvaise, ça coupe. On t'entend mal, en fait. Vous m'entendez? Tu as une voix de robot de temps en temps. J'espère que ça ne va pas être trop pénalisant. Vas-y, poursuis, je vais te dire si c'est vraiment gênant. Bon, s'il y a un souci, je passerai sur une autre. S'il y a un vrai souci, je passerai sur une autre ligne. Donc, aujourd'hui, les ventes en ligne représentent presque plus d'un quart, pardon, des ventes retail. Alors, passer. Il y a un lag, en fait. Karen, voilà. Tu veux que je reprenne la main? Oui, sur les passages de slide, parce que c'est lent, il y a un décalage. Donc, l'une des conséquences en fait, de cette mutation de la distribution vers le online, c'est qu'on a un avènement complet du direct-to-consumer. Aujourd'hui, de plus en plus, les distributeurs qui groupaient les produits et qui les envoyaient au consommateur final, ou les détaillants également qui les envoyaient
qu'ils envoyaient au consommateur final. C'est quelque chose qui est en train de se transformer. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça va être soit les fabricants, soit les importateurs, soit les places de marché, soit les détaillants au travers des importateurs qui vont distribuer les produits directement, faire acheminer les produits directement aux consommateurs. Donc, c'est une démarche qui est qui s'est installée et qui est là pour durer. De plus en plus, quelle que soit l'entité, si vous êtes importateur, si vous avez vos propres filiales aux États-Unis, voilà, il va falloir de plus en plus trouver des solutions pour pouvoir acheminer vos produits au consommateur final sans passer par la méthode classique qui était avant d'envoyer vos palettes au distributeur et que le distributeur ensuite l'envoie au détaillant et le détaillant reçoit les clients qui viennent acheter les produits chez lui. Donc ça, c'est une tendance qui, on va voir, a des conséquences relativement fortes sur la mise en place d'un réseau de distribution aux États-Unis et sur la logistique que vous devez mettre en place aux États-Unis pour atteindre le consommateur. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, juste en introduction, sur les délais de livraison. Je me suis amusé là à mettre un peu l'évolution donc sur les 20 à 30 dernières années des modes de livraison pour les achats en ligne ou par correspondance aux États-Unis. Donc, dans les années 90, c'était toujours à peu près 5 à 10 jours. C'était la poste américaine qui s'en occupait. Ce qui était FedEx et UPS était plus réservé à des envois de documents ou à des envois urgents. Dans les années 2000, donc c'est là où FedEx, Federal Express et UPS ont pris la main et ont proposé du 3 à 5 jours sur l'ensemble du territoire américain. Donc, ça convenait aux gens, personne ne cherchait à avoir plus de choses. En 2005 est arrivé Amazon Prime. Donc, Amazon a commencé son réseau Prime. Ils proposaient du 3 jours, enfin un peu moins de 5 jours au départ. Ils sont très vite arrivés aux 2 jours. Et puis jusqu'à proposer aujourd'hui du next day. Donc, c'est devenu la norme aux États-Unis. Beaucoup de gens s'attendent à avoir des livraisons de plus en plus rapides et ça va de pair en fait avec le fait que on va plus acheter dans les magasins, mais on veut quand même les produits le plus rapidement possible. Donc, c'est une tendance qui va en s'accélérant. Amazon propose de plus en plus du next day de par son maillage en fait de centres logistiques sur les États-Unis. Ils sont capables de le faire dans les grandes villes. Et demain, je pense qu'on va assister à pratiquement du next day généralisé. Et c'est vrai que les offres aujourd'hui de FedEx ou d'UPS commencent à avoir des offres intéressantes pour faire du next day ou du second day, puisque justement, ça va être la tendance. Donc, ça, là encore, implique d'avoir une organisation logistique efficace. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit, les distributeurs sont en train de disparaître. Donc, ça veut dire que ce n'est plus eux qui vont mettre en place cette organisation logistique, mais ça va être à vous de trouver les partenaires pour la mettre en place sur le marché américain. Donc, on a abordé le B2B. J'ai mis quelques chiffres pour illustrer un peu ce qui se passe au niveau B2B. Celui qui est intéressant, c'est le 96%, qui est pratiquement 100%. En fait, des acheteurs B2B ont vraiment une préférence pour aller commercer online avec les fabricants et les distributeurs. Et comme on voit sur les 3 dernières années, le marché B2B online va augmenter plus de 50%. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique aujourd'hui qu'une marque qui arrive aux États-Unis, n'ayant plus, ou la fonction distributeur disparaissant de plus en plus, elle va pouvoir trouver les moyens de toucher online ses acheteurs B2B. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Les moyens, c'est soit de passer par exemple par Amazon, qui a une place de marché B2B, de passer par d'autres places de marché B2B, ou bien d'ouvrir soi-même son propre site Internet B2B. Nous, ce qu'on conseille très souvent à nos clients qui se lancent en ligne sur les États-Unis, c'est toujours considérer quand ils ouvrent un site Internet B2C, de toujours ouvrir un pendant B2B. Parce que très vite, les petits magasins vont vouloir passer leurs commandes en ligne parce que c'est plus simple, parce que vous, de votre côté, vous n'avez pas à saisir la commande parce qu'eux, ils peuvent grouper leurs commandes en fin de journée une fois qu'ils ont fermé leur magasin et faire toutes leurs commandes en ligne. Donc, c'est vraiment une tendance, là encore, qui est arrivée et qui s'installe pour durer. Une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'aux États-Unis, l'une des raisons pour lesquelles il y a eu des demandes d'achat B2B en ligne, c'est que très souvent, les acheteurs, de cette manière-là, utilisent la carte de crédit de l'entreprise et font des miles, par exemple, avec l'Amex ou autre. Il y a plusieurs acheteurs qui nous ont confié que c'était pour
pour ça qu'ils préféraient acheter en ligne et utiliser la carte de crédit en ligne directement sur des sites B2B. Donc, toujours penser quand vous partez en ligne que certains de vos clients vont être des clients B2B et qu'il va falloir qui est intéressant, ça veut dire que la moitié des acheteurs font des recherches en ligne avant de trouver de nouveaux produits. Donc là, ça appelle quoi? Ça appelle à bien référencer vos produits ou bien les faire connaître. On verra ça sur la partie marketing. Donc en fait, pour résumer un peu tout ce qu'on vient aussi bien en fulfillment et en logistique, vont être également, on va le voir, au niveau marketing, en localisation et en marketing pur. Donc, dans les faits, ça se traduit comment? Ça va se traduire par la nécessité, comme on voit, les délais de livraison se raccourcissent de plus en plus. Ça va se traduire par la nécessité d'avoir un stock localisé. L'idée de vendre en ligne ou de vendre depuis la France de plus en plus est invalide. Il va falloir de plus en plus considérer d'avoir un stock sur place. Également d'avoir les moyens de paiement locaux. Pour la petite histoire, aux États-Unis, la sécurité bancaire n'est pas une préoccupation première des acheteurs. Et comment cela se traduit? Ça se traduit par, vous savez, les numéros de contrôle qu'on a très souvent en France quand on fait un achat en ligne, où on vous connecte avec votre banque, on vous envoie un SMS avec un numéro, etc. Donc ça n'existe pas ou très peu aux États-Unis, puisque de toute façon, l'acheteur va toujours avoir raison auprès de sa banque. Donc, s'il y a un achat qui conteste, la banque, en général, va rembourser cet achat. Il ne faut pas qu'il s'amuse à le faire trop souvent. Mais voilà, donc les moyens de paiement locaux permettent justement de gérer ces types de paiements et de ne pas avoir de multiples contrôles comme on peut l'avoir en Europe. Bien sûr, d'avoir les moyens de livraison locaux, faire venir un produit depuis la France pour le livrer aux États-Unis, même si vous passez par UPS, par FedEx ou par DHL, ça prendra toujours plus de temps que si les produits sont sur place et livrés par une instance locale de ces sociétés. Là encore, avoir un marketing adapté aux marchés locaux, et je mets aux marchés locaux au pluriel, on y reviendra, il n'y a pas qu'un seul marché aux États-Unis, mais une multitude de marchés. Et puis, si vous n'avez pas de filiale locale, essayez toujours de simuler une présence locale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est d'avoir une adresse locale à travers un prestataire. Donc, ça peut être nous, ça peut être d'autres. Et puis également, si possible, un numéro de téléphone local, puisque ça va rassurer lorsque vous allez faire soit un spin-off de votre site Internet aux États-Unis, soit vous présenter sur des salons. Donc, bien sûr, dernièrement, c'est plus compliqué, mais avoir des cartes de visite avec une adresse aux États-Unis, un numéro de téléphone aux États-Unis, ça ouvre beaucoup plus de portes et de manière très simple et de manière très économique, ça vous ouvre énormément de portes. Également, une chose qui est très importante, c'est d'avoir un service client irréprochable. On est dans une économie où tout le monde va laisser des opinions sur ce que vous faites. Donc, aussi bien l'acheteur B2B que l'acheteur B2C. Donc, charge à vous de répondre à l'ensemble des questions et de gérer le mieux possible l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser, soit sur vos produits, soit sur la manière dont vous les livrez, soit sur les questions générales qu'il peut y avoir de la part de vos clients ou de vos prospects. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir et à rebondir sur ce que dit Thibaut. Oui, Thibaut, excuse-moi, je te coupe la parole. Je voulais juste repréciser aux participants de rebondir sur ce que tu dis et puis de ne surtout pas hésiter à poser leurs questions. D'accord. Donc, pour mettre en place une stratégie efficace, toujours s'assurer de pouvoir vendre en ligne sur de multiples canaux. Donc, toujours s'assurer de pouvoir avoir, si possible, votre propre site Internet avec votre propre marque, parce que vous allez pouvoir gérer votre marque comme vous le souhaitez sur ce site, mais également d'être sur des marketplaces diverses et d'être sur les sites Internet, par exemple, de certains de vos détaillants. Voilà, ne pas hésiter à être là. Plus vous aurez d'exposition aux produits, plus vous serez sur différents canaux, plus la machine va s'alimenter. Toujours encourager également ce qu'on appelle direct to customer pour les détaillants. Donc, je prends exemple, on a un client qui fait des casques, c'est Shark Helmets, qui est une entreprise marseillaise. Ils ont, comme vous vous en doutez, énormément de tailles, énormément de modèles, et dans ces modèles, énormément de couleurs, de graphismes. Donc, un détaillant, un dealer ne peut pas avoir tous les casques.
Donc, la bonne méthode, par exemple, c'est d'avoir une taille de chaque modèle. Comme ça, les gens, enfin, les clients de ce dealer ont bien essayé les casques. Et le dealer a toujours la possibilité de dire pas de problème, vous le voulez en rouge, je l'ai qu'en bleu, vous l'avez sous 3 jours. Et en fait, vous donnez la possibilité donc, à ces détaillants de pouvoir vous commander directement, soit en ligne, soit par téléphone, soit de la manière, le produit et d'avoir la logistique suffisante sur place pour pouvoir acheminer ce produit au client directement du détaillant, sans passer par le détaillant. Donc, bien sûr, cela amène à s'appuyer sur un partenaire logistique fiable et solide. Et puis, comme je le disais, donc dans la stratégie multicanal, toujours pensée au marketplace. Et il y en a plusieurs qui dépendent des produits que vous vendez, mais il y a certains marketplaces spécialisés, on va voir un peu plus dans le détail, mais c'est une part importante de la connaissance de vos produits. Vous pouvez faire sans les marketplaces, mais ça ira beaucoup plus vite si vous êtes sur les marketplaces. Voilà, donc c'est toujours à considérer. Alors, quand je disais pourquoi un opérateur logistique ou du customer service qui soit efficace, parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste prendre une boîte, comme je disais, et l'envoyer au distributeur, ou prendre une palette et l'envoyer au distributeur, mais on va être de plus en plus sur des multiples canaux de vente et des multiples canaux d'approvisionnement. Certains de nos clients donc, ont des produits, par exemple, qui viennent de leur usine en France, certains autres produits qui viennent d'une autre unité de production en Chine, et puis certains produits qu'ils achètent à des fournisseurs ou qui rentrent en place dans des kits avec les autres produits qu'eux fabriquent. Donc, il faut être capable, notamment sur les États-Unis, de grouper tous ces produits en un seul point stratégique. De même, une fois que vous avez ces produits, il faut être capable de les envoyer sur les différents canaux dont on vient de parler. Donc, sur les marketplaces, sur les sites e-commerce, donc aussi bien répondre aux commandes qui sont sur votre site e-commerce, mais répondre aux commandes qui sont sur d'autres sites internet où vos produits sont présents, et puis également aux demandes du retail. Donc là encore, faire la distribution aux États-Unis, ça appelle un partenaire logistique local qui soit capable de servir tous les canaux, aussi bien en appro qu'en demande. J'ai mis aussi le customer service, puisqu'en général, c'est l'opérateur logistique va être capable de faire justement ce customer service, puisque aujourd'hui, une grande part du customer service, quand on commence à traiter avec les clients finaux directement, va être mon produit, il est où, ou mon produit est arrivé endommagé, ou voilà. Donc ça, ce sont des questions également, enfin, des questions qui en général l'opérateur logistique va savoir répondre, ou en tout cas trouver l'origine. Donc c'est pour ça que j'ai mis ensemble les deux. On va passer. Donc ce partenaire logistique fiable, qu'est-ce qu'il faut sur les États-Unis pour choisir quelqu'un ou pour choisir ou monter vous-même votre réseau de distribution, parce que vous pouvez le faire vous-même également. C'est toujours, d'une part, essayer de raccourcir les délais de livraison et les délais de traitement de commandes. Donc, toujours essayer d'avoir un partenaire qui soit capable de traiter les commandes le jour même. Donc, c'est-à-dire que toutes les commandes qui sont arrivées, par exemple, avant 1 heure, soit dans le camion UPS ou USPS en fin d'après-midi. Ça, c'est important. Avoir quelqu'un ou vous-même être capable de négocier donc, des tarifs avec ces transporteurs de manière à avoir une livraison économique. Je fais un aparté là-dessus. La logistique aux États-Unis n'est pas n'est pas peu cher. Ça peut être relativement cher. Donc, ça aussi sera à prendre en compte quand vous définirez vos prix. C'est de toujours analyser les coûts de livraison avant de définir vos prix. Et une chose aussi à noter aux États-Unis, et je fais juste une aparté sur les livraisons, c'est que les tarifs ne sont pas les mêmes selon les États et que l'Alaska et Hawaï, par exemple, sont considérés pratiquement comme des pays étrangers et les tarifs de livraison sur ces deux États sont extrêmement onéreux. Donc, c'est des choses à prendre en compte, c'est de bien étudier l'expédition de vos produits avant de commencer à distribuer aux États-Unis. Donc, pour revenir sur le partenaire logistique, donc avoir quelqu'un qui soit capable de faire de l'optimisation de processus, parce que c'est beaucoup de tâches répétitives, mais aussi beaucoup de tâches différentes, parce que vous êtes
capable de prendre des commandes du site A, du site B, une commande de telle entreprise, une commande, voilà. Donc, c'est des choses, votre partenaire logistique doit être capable d'automatiser des tâches et d'automatiser des process tout en prenant en compte la différence de process de certains de vos clients. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les grands distributeurs tels que Macy's, par exemple, prenons l'exemple de Macy's, vont faire de plus en plus du dropshipping, donc vont être capables de référencer vos produits en ligne, mais vont vous demander d'être capable de pouvoir recevoir les commandes et d'expédier ces commandes comme si vous étiez Macy's. Donc, ça veut dire que demain, si vous voulez vendre sur Macy's, c'est beaucoup plus simple de rentrer aujourd'hui parce que vous n'avez pas à avoir des stocks énormes réservés pour Macy's pour avoir les produits en ligne. Par contre, ce que Macy's, en contrepartie, va vous demander, c'est qu'une commande que Macy's a reçue sur son site, quand elle vous l'expédie, elle soit traitée en temps et en heure, ça c'est très important, mais aussi qu'elle soit traitée selon les process de Macy's, avec la documentation de Macy's, pour que le client final, en fait, ait l'impression que le colis soit parti directement des entrepôts de Macy's. Et c'est là où il y a besoin d'une vraie optimisation de processus et de connaissance des processus de la part du partenaire logistique que vous choisissez sur les États-Unis. Donc ça fait partie des questions en fait à lui poser. Et ça dérive sur l'importance en fait des systèmes d'information parce que votre partenaire logistique, là encore, si vous commencez à augmenter les volumes, doit être capable d'absorber des volumes de commandes qui viennent de sources différentes. Donc, quid d'Amazon, quid de Macy's, quid de Wayfair, quid de votre site en ligne, quid des B2B qu'on voit les fax, ça arrive encore. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui où il faut être capable d'avoir un système d'information qui soit suffisamment solide et versatile de manière à absorber justement les commandes de toutes ces sources. Il y a aussi un point qui est très important donc, à avoir avec un partenaire logistique fiable aux États-Unis, c'est la gestion des retours. Puisqu'en fait, le cycle produit aux États-Unis complet se termine par soit l'absence de retour, soit la gestion du retour. Le taux de retour est plus important aux États-Unis qu'il n'est en France, quoique c'est en train d'augmenter. Ça fait toujours, pour être, j'ai les mains dans le cambouis tous les jours, ça me fait toujours sursauter quand je vais en France et que je vois les pubs, notamment pour Zalando, qui disent c'est facile, si ça ne vous va pas, vous retournez, etc. Parce que on connaît tous les problématiques qui sont derrière les retours et en fait, le fait d'encourager le consommateur à dire c'est une facilité, retourner encore plus, voilà. Mais c'est une réalité et il faut effectivement gérer les retours sur les États-Unis. Gérer les échanges, c'est classique lorsque vous faites de l'habillement par exemple ou des casques moto, c'est classique qu'on commande 2 produits ou 3 produits et qu'on vous en retourne 2 simplement pour choisir la bonne taille. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ça veut dire que derrière, il faut que vous soyez capable de récupérer ces produits, de les remettre en stock ou de les mettre en quarantaine si le produit était endommagé ou utilisé. La gestion des marketplaces est également extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend Amazon et on va voir un peu plus dans le détail derrière, il faut les traiter en fait comme, il faut pratiquement traiter Amazon comme si c'était un dieu. Donc, ce que dit Amazon, il faut le faire. Donc, ça veut dire que votre partenaire logistique doit être absolument huilé dans ses relations avec Amazon parce qu'un retard, ça peut arriver, 2 retards, ça peut arriver, 3 retards, vous pouvez vous faire bloquer votre compte. Donc, c'est une nécessité en fait pour votre partenaire logistique aux États-Unis de savoir gérer les marketplaces et notamment Amazon et de savoir gérer les susceptibilités d'Amazon. Demandez toujours lorsque vous choisissez un partenaire logistique, vous avez des communications avec quelqu'un pour distribuer vos produits sur les États-Unis, s'ils ont déjà eu des comptes Amazon bloqués et comment ils ont réglé le problème et en combien de temps. Parce que de toute façon, ça va arriver. C'est pratiquement inéluctable qu'à un moment, le compte va être suspendu pour une raison X ou Y. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que la problématique est gérée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important à gérer, à demander lorsque vous choisissez un partenaire logistique. On peut passer à la suivante. Alors moi, j'ai une question qui est peut-être idiote, mais du coup, comment choisir un bon partenaire logistique? C'est quoi les critères? Comment on sait que le partenaire logistique est bon? C'est pas forcément le prix. C'est pas forcément quoi, pardon? C'est de poser justement les bonnes questions. C'est de poser les bonnes questions et puis de demander des références et de contacter ces références. Si ce sont des sociétés étrangères, c'est encore mieux parce qu'elles vont avoir eu les mêmes problèmes que vous avez eu. Donc, de voir comment ils ont traité ces problématiques.
Nous, c'est très régulier que des gens qui souhaitent travailler avec nous, même si on n'est pas qu'un logisticien, mais une partie de notre travail est la logistique, on nous demande des références et les questions très souvent entre le référent et la personne qui nous demande cette référence, très souvent tournent autour de la logistique et comment ça se passe sur les retours et comment ça se passe sur les produits, est-ce qu'il y a beaucoup de… voilà. Donc ça, c'est une chose importante. Et également, demander à votre partenaire, les questions pièges, elles sont toujours là, c'est l'EDI. Donc l'EDI, en fait, c'est un standard de communication un peu comme les SWIFT pour échanger des messages entre banques. Donc, l'EDI, c'est un standard de communication qui, au départ, était entre industries et qui, aujourd'hui, est de plus en plus développé entre distributeurs, un grand distributeur, et puis les fournisseurs. Donc, demandez à votre partenaire logistique s'il est capable de faire de l'EDI et de se connecter, par exemple, avec Macy's ou Amazon en EDI. Ça, c'est aussi un bon indicateur de voir à quel niveau d'avancement il est, comme il est préparé sur, justement, cette nouvelle économie. D'accord. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à nous écrire vos questions. Donc, pour mettre en place une stratégie, donc, si vous allez trouver un distributeur, il faut aussi voilà, vendre vos produits. Donc, ça va mieux en le disant. Enfin, il y a des choses qui sont évidentes, mais ça va mieux en le disant. Faites attention aux unités locales. On est un système impérial aux États-Unis. C'est déconcertant pour nous tous Européens, enfin, sauf les Grands-Bretons ne sont plus Européens. Donc, voilà. Donc, nous tous Européens, c'est déconcertant, mais effectivement, on est en miles, on est en once fluide, on est en pied, en pouce. Voilà. Donc, toujours s'assurer que vous ayez des explications, des fiches techniques sur vos produits dans les unités locales. Une chose également, les labels européens, en général, ils n'existent pas aux États-Unis, où personne n'en a aucune connaissance. Donc, c'est difficile pour vous de mettre en avant élu produit de l'année, par exemple, en France, ou ce style de label. C'est-à-dire que même le label bio français n'a pas cours aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Considérez également un packaging local. Si votre produit a besoin d'un packaging spécifique ou est destiné à être vendu directement dans un magasin, plutôt qu'une étiquette remise collée sur le packaging français. Également, localiser les messages en anglais US et non anglais britannique. Ça, c'est très souvent nos prospects ou clients viennent avec un site qui est très bien fait en anglais UK, mais qui n'est pas du tout l'anglais US. Donc, bien penser que c'est différent et que si vous avez déjà une traduction anglais UK ou qui a été faite en anglais UK de votre site, il va falloir à un moment ou à un autre la retravailler sur l'anglais US. Être extensif sur les disclaimers et les warnings, notamment pour ceux qui font du jouet. N'hésitez pas à mettre des choses, voilà, plus de messages de warning possible, le mieux c'est, le mieux vous êtes à l'abri, même si certains paraissent étranges. Opinel a dû mettre sur certains de ses emballages, attention, objets tranchants, pour des couteaux. Voilà, c'est au point auquel on en est. Donc, pensez, c'est pas grave, mettez le maximum sur vos sites internet, sur vos descriptions de produits, le maximum de warning et disclaimer, ça vous protégera. Et le pricing se fait par rapport aux attentes de marché, c'est-à-dire que si vous avez un produit qui apporte une vraie solution, vous pouvez toujours le pricer plus haut que ce que vous faites en France, parce que vous allez apporter une solution et c'est ça qui va prendre de la valeur aux yeux du consommateur. Il y a aussi une chose qui est très différente aux États-Unis et que je vous engage même à faire, c'est qu'aux États-Unis, vous pouvez définir et imposer un prix minimum, ce qui est complètement interdit en Europe. Donc, vous avez le droit de mettre ce qu'on appelle un MAP, un Minimum Advertised Price. Ça veut dire que quand mettons que demain, vous avez un distributeur, vous vendez par exemple à Macy's, pour répondre, vous avez tout à fait le droit de leur dire, vous ne pouvez pas vendre mes produits sous ce prix-là, même en promotion, sauf avec accord express de ma part. Et ils sont tenus normalement d'accepter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de contrôler auprès de tous les gens qui vendent vos produits que votre prix minimum sera tant et que personne ne descendra sous ce prix-là. Vous avez tout à fait le droit dans vos contrats de dealership, par exemple, ou de distribution, de dire, voilà,
si tu descends sous ce prix-là une fois, bah, ça va être un avertissement. 2 fois, je ne te livre plus pendant 1 mois. Et 3 fois, bah, je ne te livre plus jamais. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Et c'est un outil absolument auquel vous devez penser. N'oubliez pas que vous êtes sur un marché, le marché américain de surconsommation, et il y a beaucoup de discounting sur des surstocks ou des choses comme ça. Donc les gens sont habitués là-dessus, et certains de vos distributeurs n'ont pas hésité à descendre au prix de 50% parce qu'ils ont encore un stock même à vendre à perte, parce qu'ils ont encore un stock sur les bras. Voilà. Et ça peut être très dommageable sur l'image de vos produits, notamment si vous êtes en train de négocier avec de nouveaux distributeurs et qui voient en ligne que vos produits sont 50% moins chers que ce que vous essayez de lui vendre. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc, sur les marketplaces et sur les plateformes, quelques différences. Donc, aux États-Unis, pour les entreprises de taille moyenne, je ne parle pas des très grandes entreprises, pour les entreprises, les petites entreprises à taille moyenne, c'est Shopify qui fait foi. PrestaShop n'est absolument pas utilisé, n'est pratiquement pas utilisé aux États-Unis. Ça fonctionne, mais si vous devez partir from scratch pour faire un site internet aux États-Unis, partez plutôt sur du Shopify qui est complètement adapté au marché américain et qui a ses serveurs aux États-Unis. Google, Google n'est pas le leader hégémonique on s'attend. Vous avez aussi Bing aux États-Unis, notamment en moteur de recherche quand il va falloir faire du SEO. Bing est également très important, mais Google effectivement reste incontournable. Mais n'oubliez pas les autres et notamment Bing au niveau des plateformes. Alors les places de marché, elles sont très nombreuses aux États-Unis et certaines sont surprenantes. Alors je mets par exemple en premier lieu, j'ai mis Wayfair. Wayfair, je pense qu'en Europe, personne ne connaît. Ils sont en 4e ou 5e place en termes de volume de vente en ligne aux États-Unis. Ils sont juste derrière eBay. Ils sont énormes. Ils font surtout tout ce qui est mobilier, équipement de la maison, etc. Ils sont complètement incontournables, justement, si vous êtes sur ces secteurs-là. Donc, il n'y a pas qu'Amazon. eBay, je dirais, est en perte de vitesse. Amazon, pour moi, selon mon jugement, va être en perte de vitesse à un moment ou à un autre. Et ceux qui sont montants, notamment, est Walmart. Walmart qui essaye de concurrencer Amazon. Et c'est important, si vous avez des produits de consommation, de considérer de les mettre aussi en vente sur Walmart, ne serait-ce que pour occuper l'espace. Google Shopping, ils essayent de se développer, ils ne mettent pas les moyens. Je dirais que là encore, c'est intéressant d'occuper l'espace, mais de ne pas consacrer trop de temps à cette plateforme. Mais selon vos secteurs d'activité, il y a forcément une marketplace qui va être spécialisée et Amazon restant effectivement la plateforme numéro 1 aujourd'hui. On va peut-être passer à la suivante. Oui. Alors justement, en parlant d'Amazon, donc c'est extrêmement fort pour les Américains. Comme je disais, c'est en perte de vitesse et je pense qu'Amazon est en train de faire son propre dommage de par sa complexité interne et on va le voir dans la slide juste après, ça devient de plus en plus compliqué de vendre sur Amazon. Amazon Prime, donc c'est pas un différenciateur, mais c'est un prérequis aux États-Unis. Il y a plus de comptes Prime aux États-Unis que de foyers aux États-Unis. Donc, en gros, tout le monde est Prime et même les entreprises sont Prime aux États-Unis. Donc, pensez toujours à une approche Prime et de pouvoir envoyer donc, certains de vos produits directement dans les centres logistiques d'Amazon pour qu'ils soient vendus en tant que Prime. Vendor Central et Seller Central, donc la différence, c'est vous vendez au client d'Amazon ou vous vendez Amazon qui vendra à son client. Je dirais que ça fait partie de votre stratégie, mais aujourd'hui, Vendor Central est de plus en plus fermé. Je dirais que c'est presque plus un choix parce qu'il faut pratiquement être élu par Amazon pour venir en Vendor Central. Être maître de sa marque et de son catalogue, donc ça, c'est très important. Je dirais que même si vous décidez d'arriver aux États-Unis et de ne pas vendre encore sur Amazon, ouvrez un compte et rentrez vos produits sur Amazon, même si vous ne les vendez pas, même si vous mettez 0 inventaire, parce que forcément, l'une des personnes qui vend vos produits va vouloir les vendre sur Amazon et risque de faire n'importe quoi s'il est les premières à créer les listings sur Amazon aux États-Unis. Et donc, ça revient sur le point 5. Vous pouvez restreindre et encadrer l'accès à vos distributeurs ou aux magasins sur Amazon. Vous pouvez tout bêtement leur dire dans vos accords de distribution que vous ne souhaitez pas qu'ils vendent sur Amazon ou sur eBay. Vous avez le droit de faire ça. Donc, si vous décidez de vendre sur Amazon, donc,
soyez sûr de suivre les bonnes pratiques et d'avoir tous les indicateurs ouverts. Amazon, aujourd'hui, suspend les comptes de plus en plus facilement et parfois pour des broutilles. Donc, il faut vraiment avoir un contrôle strict de ce qui se passe sur Amazon. Donc, une présentation, optimiser les produits commercialisés ou non, c'est ce que je disais. Si vous débarquez aux États-Unis, enregistrez vos produits sur Amazon. Par contre, si vous décidez de vendre, vous serez, à moins d'avoir un produit qui est extrêmement connu, une marque qui est extrêmement connue, vous serez noué au milieu de millions de produits. Même en mettant un budget qui est relativement raisonnable, pensez à faire de la publicité sur Amazon. Et faites de la veille concurrentielle, regardez qui vend vos produits sur Amazon, parce que parfois ils ne sont pas installés aux États-Unis, ils sont installés ailleurs. Et je donne encore un exemple avec Shark. Il y avait pas mal de ces distributeurs européens qui vendaient des casques européens aux États-Unis, alors que c'est complètement interdit puisqu'ils ne sont pas approuvés. Les normes de circulation en fait, sont différentes et les normes pour les casques sont différentes. Voilà. Donc faites de la veille concurrentielle sur vos produits. Alors, si vous voulez créer votre compte Amazon US, donc vous avez deux choix. Si vous n'êtes pas incorporé aux US, vous pouvez toujours faire un spin-off de votre compte européen, si vous avez déjà un compte européen, sur les États-Unis. Ça marche bien. Donc, vous pouvez, et pensez bien une chose, Amazon Europe et Amazon US sont complètement séparés. Donc, vous voulez faire ça, vos listings européens ne seront pas visibles aux États-Unis sinon. Donc, vous voulez faire ça. Si jamais vous avez une filiale aux États-Unis, directement, ouvrez un compte séparé spécifique US. Le brand registry, donc c'est enregistrer votre marque auprès d'Amazon. Faites-le aux États-Unis dès le départ. Si vous ouvrez un compte spécifique US, faites ça. Donc, ça veut dire que vous allez vouloir déposer votre marque auprès de USPTO, qui est en fait l'équivalent de l'INPI aux États-Unis. Donc, faites ça dès que vous débarquez aux États-Unis. Et puis derrière, déposez cette marque auprès d'Amazon. C'est très important parce que ça vous donnera plus de droits sur vos listings. Amazon Europe et Amazon US sont complètement séparés, je l'ai déjà expliqué. Amazon est de plus en plus strict. Pardon, excusez-moi. Donc, attendez-vous à justifier vos droits à vendre vos produits. C'est-à-dire que de plus en plus, ils vont regarder vos produits et ça va être, il va falloir que vous puissiez justifier de vos droits à vendre vos produits. On a le cas avec un distributeur de jouets où en fait ils ont suspendu tous les listings et ils nous demandent de prouver qu'on a le droit de vendre des jouets, voilà, qu'on vend des jouets depuis des années. Donc si vous êtes en fulfilled by a merchant, c'est-à-dire que c'est vous qui expédiez aux clients d'Amazon, c'est-à-dire pas en FBA, vous n'avez pas vos stocks chez Amazon, ayez toujours un stock strictement à jour. Et également si vous êtes en FBM, donc même chose, quand vous configurez vos listings, dites toujours que vous allez prendre 2 jours entre le moment où vous allez recevoir la commande et le moment où vous allez l'expédier. Pourquoi? Parce que si jamais vous mettez rien ou vous mettez une journée et que vous dépassez trop souvent cette période d'une journée, ce qui peut arriver, votre compte va être suspendu, ça va être compliqué de le remettre en compte. Donc, maintenant, voilà. Alors, si par exemple, si on parle de Shopify, US, donc si vous ouvrez une plateforme, je vais donner l'exemple de Shopify, mais toute autre plateforme. Donc, il vaut mieux avoir une société aux US quand vous créez cette plateforme. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous puissiez prendre des paiements aux États-Unis. Et en général, prendre un paiement aux États-Unis, ça va vous demander ce qu'on appelle un guarantor, donc quelqu'un qui est une entité américaine ou une personne américaine qui en fait se porte garant comme quoi vous allez avoir le droit de recevoir les paiements. Et puis, lorsque vous créez cette plateforme, toujours adapter les choses aux États-Unis. Donc, le shipping aux US, donc avec des transporteurs américains, adapter les sales tax aux US, donc l'équivalent de la TVA. Et les règles sont, je ne vais pas venir dans le détail, mais les règles sont complexes et dépendent de où vous avez des activités, où vous vendez. Et puis également, gérer systématiquement une traduction localisée de vos produits, comme je disais, en anglais américain et pas en anglais US. Alors, sur le marketing online, quelques différences donc, entre l'Europe et les US. Donc, une marque forte en France n'a pas forcément de valeur aux États-Unis. On l'a constaté avec certains de nos clients qui ont des marques qui sont archi connues en France. Et en fait, il a fallu qu'ils reconstruisent leur valeur, leur image de marque aux États-Unis. Donc, ayez bien ça en tête. Même si vous êtes
connu comme le loup blanc et que n'importe quelle visite, vous montrez votre logo, votre carte de visite en Europe et tout le monde dit « Ah, c'est génial, vous distribuez tel produit ». Aux États-Unis, ça ne va pas arriver. Le fait d'être une marque française aussi, c'est un atout, mais c'est moins fort en fait dans l'image d'un Américain qu'un Made in USA. Donc, jouez-en, mais pas trop. Donc, c'est indispensable de faire l'investissement marketing. Alors, le marché est immense aux États-Unis, donc vous vous dites c'est bien, j'ai un marché monstrueux sur lequel je peux vendre des choses, mais tout le monde se dit exactement la même chose. Donc, vous avez des milliers et des milliers de concurrents, donc l'investissement marketing et publicité va être nécessaire aux États-Unis. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis, ce n'est pas un marché unique, mais c'est une somme de marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, enfin, ça dépend de votre taille, mais vous pouvez difficilement être partout à la fois. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça veut dire qu'il vaut mieux se concentrer au départ sur, par exemple, telle typologie de population ou tel secteur d'activité ou telle zone géographique plutôt que d'essayer de partir partout parce que vous n'allez pas y arriver. Et ça, c'est valable pour votre démarche marketing. C'est-à-dire que si je dois faire de la publicité, je vais plutôt peut-être localiser ma publicité sur tel secteur géographique ou sur telle catégorie de population. Vous ne pouvez pas être partout à la fois ou si vous l'êtes, ça va vous demander un budget monstrueux. Pensez toujours, la saisonnalité est toujours différente aux États-Unis par rapport en France. Vous avez le 4th of July, vous avez le President's Day, vous avez Halloween, toutes ces dates qui sont des dates de fort achat. Le Black Friday, dont maintenant existe également en Europe, mais toutes ces dates, en fait, le calendrier américain marketing est complètement différent du calendrier français et c'est des choses sur lesquelles il va falloir que vous travaillez lorsque vous allez venir aux États-Unis. Je prends l'exemple, si vous faites du cookware, donc des ustensiles de cuisine, ce qui est le 4th of July, vous allez mettre en avant tout ce qui est pour barbecue, les ustensiles que vous avez pour barbecue et autres, parce que c'est traditionnellement la période où les gens font leurs achats pour tout l'été pour être à l'extérieur de leur maison pendant l'été. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte. De même chose, l'attention commerciale et téléphonique, c'est toujours mieux quand c'est assumé par un collaborateur local ou en tout cas un natif américain. Et de même, la communication, comme je disais, doit être en anglais US et pas en anglais UK. Faites attention également, alors maintenant c'est un message mondial, mais c'est vrai qu'avant en France on avait plus de mal à comprendre ça. C'est tout ce qui peut être stéréotype socio-ethnique dans vos communications, c'est-à-dire que si vous avez une communication qui est basée dessus, c'est vraiment à gérer avec des pincettes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Toujours consulter un communicant local, voilà, avant d'aller sur ce type de terrain. Le SEO également est indispensable aux États-Unis. Comme je disais, donc Google est important, mais aujourd'hui vous avez Bing, et c'est quelque chose auquel il faut penser dès la conception de votre plateforme US. Donc, et vous allez voir un retour sur investissement qui ne va pas forcément être immédiat, mais qui au final va l'être. Et va vous donner un avantage. Et le SEO, parfois aux États-Unis, de la part de beaucoup d'acteurs, est négligé, même de très grands acteurs. Donc, vous pouvez avoir la surprise de passer devant eux en type de moteur de recherche de très grands acteurs parce que vous avez pris ça au sérieux et vous avez fait le nécessaire sur le SEO. Et toujours adopter votre communication digitale et vos actifs digitaux comme un mode projet. C'est-à-dire que c'est un projet, ça va mouvoir, ça va s'adapter en fonction du marché. Voilà. Mais vous rentrez sur un vrai projet de marketing digital aux États-Unis. Ce n'est pas juste je fais quelque chose aujourd'hui et puis on verra comment ça se passe dans 5 ans. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Passer à la suivante. Donc, à faire, ne pas faire. Donc, je le répète, mais c'est important. Donc, localiser la communication, avoir un budget marketing. Donc, encore une fois, choisir vos marchés. Ce n'est pas la peine d'avoir un budget monstrueux pour aller sur tous les États-Unis, mais prévoir ce budget sur 12 à 18 mois si vous voulez avoir des effets. Et ça peut être un budget très localisé. Construire et garder un site dynamique. Donc, un site, ça se fait vivre. Nous, on a une consigne et je discute toujours en interne avec nos customer service parce que ils sont en contact avec les clients et les clients parfois vont utiliser des termes ou des expressions auxquelles on n'a pas pensé au départ pour qualifier les produits ou pour qualifier l'utilisation des produits et c'est toujours intéressant de venir incorporer ça au fur et à mesure dans votre site ou dans vos fiches Amazon ou sur n'importe quel marketplace justement pour mettre vos produits en avant et qu'ils soient mieux qualifiés. Construire votre marque, encore une fois, personne ne vous attend avec votre marque, donc il va falloir la construire. Opinel,
comme je le disais, a dû reconstruire sa marque en fait aux États-Unis, puisque personne, alors que c'est une marque archi connue. Capitaliser sur Amazon, mais pas dépendre d'Amazon sur sa distribution. C'est-à-dire toujours penser que du jour au lendemain, Amazon peut vous bloquer le compte pour voilà, parce qu'ils m'allument. Ils sont de mauvaise humeur ce matin, ou ils ont changé quelque chose dans l'algorithme, et voilà. Donc, ne pas dépendre exclusivement d'Amazon. Donc, ne pas faire copier votre stratégie française, capitaliser trop sur la force de votre marque en France et en Europe, déléguer la marque et les actifs digitaux à un distributeur. On va le voir juste dans la slide après pourquoi. Et croire que le marché US est suffisamment grand pour rentabiliser un investissement rapidement. Non, ce n'est pas le cas. Ça peut être un très, très bon marché pour vous, mais encore une fois, vous n'êtes pas le seul à y avoir pensé. Donc, vous avez énormément de concurrents, même sur votre secteur d'activité. On a une question, Thibaut, de Victor, qui demande, faut-il cibler tout le territoire directement ou juste une région? Alors, tout dépend de vos moyens. Tout dépend des produits. Ça peut être tout le territoire, par exemple, sur une cible de population particulière, ou ça peut être une région sur l'ensemble de la population. Ça, c'est à déterminer en fonction de ce que vous souhaitez, faire. C'est sûr que si vous faites des articles de nautisme, viser le Nebraska, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Donc, voilà, ça va dépendre de votre produit, de votre budget. Mais encore une fois, oui, il faut toujours considérer de morceler les marchés, de voir vers lesquels vous voulez commencer ou expérimenter. J'allais juste rebondir un petit peu sur la réponse de Thibaut, sur ce que vous pouvez avoir un produit qui peut être, de par ce produit, qui peut être vraiment très localisé géographiquement pour son marché. Mais si vous avez un produit qui peut être intéressant pour l'ensemble du marché géographiquement, ça peut être intéressant, encore une fois, suivant vos moyens marketing, de vous concentrer sur une région, sur le Midwest, et aussi penser aux marchés qui sont peut-être entre guillemets des deuxième catégorie, plutôt que vous concentrer sur les marchés énormes comme autour de New York par exemple, ou il y a des marchés secondaires qui peuvent être très intéressants, très dynamiques, auxquels certains de vos concurrents étrangers n'ont peut-être pas pensé ou moins pensé. Et on a un client par exemple qui a démarré dans le Midwest, dans les vins, et qui se dit qu'ils ont choisi le Midwest parce qu'ils se sont dit, plutôt que de se concentrer sur la côte Est, côte Ouest, qui sont des marchés énormes mais qui sont très concurrentiels, ils se sont dit de se concentrer sur un second marché. Ça leur permettait d'ouvrir plus de portes plus facilement. Merci Sébastien. Victor, je pense qu'on a répondu à votre question. Si vous voulez rebondir sur les réponses de Sébastien et Thibaut, surtout n'hésitez pas. Je peux aussi activer votre micro pour que ce soit plus facile d'échanger. N'hésitez pas. Apparemment, la réponse était celle attendue. Merci pour la question, Victor. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je passe à la diapo suivante. C'est bon pour toi, Thibaut? Donc, des pièges à éviter, notamment avec les distributeurs. Ce que j'appelle les distributeurs, ça va être les gens qui vont faire intermédiaire qui vont développer votre marque sur les États-Unis, qui vont faire intermédiaire entre vous et les retailers, ou vous et les grands distributeurs, enfin les sociétés de grande distribution. Voilà, donc c'est ces gens-là. C'est les gens qui en général vous rencontrez dans les salons. C'est des gens avec lesquels vous avez déjà peut-être travaillé. Certains travaillent très bien, peuvent vraiment développer votre marque et vos produits. C'est quelque chose, comme on l'a vu, qui est en voie de disparition. Mais il y a une chose à faire très, très, très attention avec eux, c'est de toujours garder le contrôle de votre marque et votre nom de domaine. Et ça revient sur ce que je disais au début, c'est déposez votre marque. Dès que vous commencez à vouloir travailler aux États-Unis, déposez vos marques et vos brevets aux États-Unis. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Parce que sinon, votre distributeur va le faire pour vous. Pas forcément de mauvaise foi. Même chose sur les noms de domaine. Ah bah tiens, il n'y a pas de site de votre entreprise, donc il va déposer votre site.us, enfin votre nom de marque.us. Non, faites-le vous, soyez sûr, même si vous n'utilisez pas ce nom de domaine, soyez sûr de tout déposer. Ça va vous permettre de garder le contrôle sur votre nom et sur votre entreprise, et puis également de garder le contrôle sur l'image de vos produits.
excusez-moi pour ça. Gardez le contrôle sur l'image de vos produits, à savoir, là encore, ayez toujours une vigilance sur comment il va parler de vos produits. Parce que ce distributeur, peut-être dans 2 ans, 3 ans, vous ne serez plus avec lui et derrière, vous êtes seul face au marché qu'il a laissé pour vous et la manière dont il a parlé de vos produits. Donc, c'est très important. Et tout ce qui concerne le web, je dirais même votre nom de marque doit être prévu dans la clause de sortie. C'est-à-dire être sûr que quand vous rompez le contrat ou vous arrivez à terme de contrat avec ce distributeur, vous soyez capable de récupérer le site internet qui a été monté par exemple pour vous par lui aux États-Unis ou par vous mais qu'il gérait aux États-Unis, récupérer vos marques, récupérer vos emails, récupérer voilà. C'est très important, je ne le dis pas à la légère, c'est arrivé à beaucoup de nos clients et de nos prospects qui sont venus nous voir parce qu'ils arrivaient même des marques relativement françaises relativement importantes, ils n'arrivaient pas à récupérer leurs actifs digitaux aux États-Unis parce que le distributeur l'avait resté et ça s'est pratiquement toujours terminé avec une transaction financière. Donc, dès le départ, prévoyez ça. Dites pas que c'est pas grave, il s'occupe de tout. Voilà. Même si, encore une fois, même si c'est pas de mauvaises intentions, ça arrive. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc, pour reprendre un peu tout ce qu'on a vu, c'est la dernière slide. Donc, tester différentes approches marketing et enfin, c'est celle qui fonctionne. Donc, c'est ce que je disais, toujours être en mode projet. C'est très important, toujours être prêt à adapter. Localiser les actifs et les opérations. Donc, localiser les actifs, aussi bien les actifs web, marketing, toujours en anglais US, et les opérations, c'est avoir un partenaire local capable de stocker vos produits et de les envoyer. Construire ces activités sur les 3 piliers, donc le fulfillment, les opérations et le marketing. Ils sont indissociables, c'est-à-dire que être capable d'avoir les opérations aux États-Unis, être capable de faire parvenir le produit au client final et être capable d'accrocher des clients justement à travers du marketing, c'est indissociable si vous voulez fonctionner aux États-Unis. Bien connaître son ou ses marchés, ce dont on vient de parler avec Sébastien. Garder la propriété et le contrôle de vos actifs de marque, ça c'est très très important, et rester tout le temps à l'écoute du consommateur et pas hésiter à changer ou adapter la stratégie, ça aussi c'est très important aux États-Unis. Lorsqu'un consommateur est pas content, il ne va pas vous le dire, par contre quand il n'est pas content, il ne va pas hésiter à le dire partout, et c'est important d'être à l'écoute de ça parce que peut-être que oui, au final ils avaient raison, l'emballage n'était pas évident ou voilà, les explications n'étaient pas évidentes, voilà. Donc être prêt à adapter votre produit en fonction de ces remarques parce que là encore c'est le consommateur qui au final aura toujours raison. Merci Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune pour le moment. Moi j'en ai une. Est-ce qu'il existe un listing qui nous donne les différentes marketplaces, les différentes plateformes en fonction des produits que l'on vend? Tu disais tout à l'heure que Wayfair est plutôt spécialisé pour les équipements de la maison, les biens de conso. Est-ce que, à moins que toi, tu puisses nous envoyer ça pour compléter la présentation, mais ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une vision des différentes marketplaces qui existent, quelles sont les spécificités de chacune en termes de produits, de type de produits distribués, quels sont les coûts, même si ce ne sera qu'une échelle de coûts, mais quels sont les fees pour rentrer sur telle ou telle marketplace? Tu vois, ce genre d'infos pragmatiques, pratico-pratiques. D'accord. Donc, je dirais, en fait, de liste, alors s'il y en a une, je n'ai pas connaissance, je dirais qu'aujourd'hui, en termes de marketplace, n'importe quel grand distributeur est en train de devenir un marketplace parce que de plus en plus, des Macy's, des Home Depot, des Best Buy et autres partent sur un modèle digital, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur magasin, mais le plus gros de leur assortiment est justement online, est en dropshipping. Donc, ils deviennent de plus en plus des places de marché. Walmart également. Walmart, en fait, est connu pour les supermarchés, mais aujourd'hui, aux États-Unis, est en train de devenir une marketplace. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, n'importe quel grand distributeur spécialisé est en train de devenir une marketplace. Donc, ça répond… Donc, ils sont tous multiproduits pour la plupart, à part Wayfair. Oui, mais par exemple, Home Depot, si vous avez du bricolage ou du matériel de jardin, voilà, Home Depot, ça devient la marketplace sur laquelle vous voulez être, ou en tout cas le grand distributeur avec lequel vous voulez être référencé en ligne et être capable de faire du dropshipping. Si vous avez des produits électroniques ou d'équipements de la maison autour de l'univers électronique, Best Buy. Walmart, c'est un équivalent aujourd'hui d'Amazon, donc c'est vraiment tout multisecteur.
après, ça va dépendre des marchés. Par exemple, Walmart se dit qu'ils veulent ils veulent en fait bénéficier de leurs acheteurs traditionnels, qui sont en général de la population, on va dire, un peu moins jeune, un peu plus de suburbs, qui utilisent peut-être moins Amazon, voilà, et se disent que cette population, ils vont les aider à les amener justement à faire des achats en ligne, donc notamment les personnes âgées et autres. Donc ça, c'est le credo aujourd'hui de Walmart. Donc il faut considérer partir des produits, et c'est vrai que s'il y a une liste, je ne la connais pas. Après, en termes de coûts, si on prend par exemple Amazon, fonctionnement d'Amazon, c'est à peu près 15% de commission sur la vente des produits. Et puis, si vous faites du FBA, donc avoir Amazon qui stocke vos produits, les met en Prime et les envoie depuis leur stock, il faut compter à peu près 5% de plus. Donc, ça vaut à peu près 20% de votre, du prix de vente public en frais Amazon. Et je dirais d'expérience, ajouter toujours 5% de pertes, c'est-à-dire de produits de retours clients qui vont être inutilisables, de produits qui vont tout simplement être perdus. Il y a un trou noir chez Amazon, il y a des produits qui sont perdus, pour lesquels Amazon ne parle pas ou ne se responsabilise pas. Donc, il faut le savoir. Je dis toujours, c'est à peu près dans les 5%. Dans les faits, on calcule à 3%, mais on met toujours 5% pour avoir une marge de sécurité. Donc, à la louche, il faut prévoir 25% de coût. Donc, par rapport au prix de vente, c'est ça? Par rapport au prix de vente public. D'accord. Alors, on a une autre question. Donc, s'il faut savoir une phrase. Alors, je reviens juste avant, parce qu'il y a une phrase que je n'ai pas mise effectivement dans la proposition et que je dis souvent. Faire du dropshipping ou travailler via des marketplaces ou travailler à travers votre propre site, ça va vous donner une marge beaucoup plus importante, mais ça va vous coûter plus cher. Voilà, c'est une chose à garder en tête. Alors, tu peux répéter, je ne t'ai pas suivi, moi, Thibaut, excuse-moi. Donc, de vendre en ligne, de vendre via des marketplaces ou de vendre en direct to customer, forcément, quand on élimine le distributeur, ça va vous faire des marges plus importantes, mais par contre, ça va vous coûter plus cher parce qu'il va falloir faire une part que ne vous faisiez pas avant, qui va être le marketing notamment. Alors, on a une question. Pardon, oui, Sébastien, non, je t'en prie, vas-y. Sur la dernière remarque qu'a fait Thibaut, parce que ça implique donc les prix de vente, les prix, pas les prix de vente, mais la stratégie de prix sur le marché américain. Donc, Thibaut parlait de ne pas répliquer la stratégie française, et ça implique, c'est vrai pour les prix. Donc, le prix auquel vous vendez en France ou en Europe n'est pas forcément le prix que le marché va accepter aux États-Unis. Le marché peut accepter un prix plus haut, mais si vous vendez, et souvent c'est un prix plus haut aux États-Unis, mais ce n'est pas parce que vous vendez à 100 € en France et que vous pouvez vendre à 150 € aux États-Unis que ça va être 50 € de plus de marge bottom line pour vous. C'est parce que si le prix est de 150 € aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des frais logistiques, des frais marketing. Tout est plus cher aux États-Unis, donc votre marge finale en bas de votre bilan sera peut-être la même, sera peut-être meilleure, mais ce n'est pas parce que vous avez un prix plus cher aux États-Unis que vous allez forcément, ça va tout tomber sur le net en bas de votre bilan. Merci Sébastien. On a une question de Marianne qui demande: peut-on être en marketplace chez un retailer sans être référencé on-shelf? Alors oui, tout à fait, et de plus en plus, et je dirais que c'est là où est l'opportunité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez être une toute petite marque française et être référencé chez Macy's. Au bout de quelques mois, ou voire même 2 mois, on a des exemples chez nous. À partir du moment où vous avez un partenaire qui a la structure de recevoir les commandes de Macy's et d'expédier ses commandes au client final, vous pouvez tout à fait le faire. Et si vous faites vos preuves, et au bout d'un moment, ils peuvent prendre dans quelques magasins. Mais c'est aujourd'hui toute l'opportunité qui est ouverte aux États-Unis, c'est-à-dire que vous pouvez avoir vos produits référencés chez les très très grands très rapidement, sans avoir nécessairement besoin d'être en linéaire. Alors, une autre question. Une autre question de Catel. Alors, dans la grande famille des biens de conso made in France, quelles catégories sont les plus successful sur le marché US? Alors, je dirais, de notre expérience, aujourd'hui, Bélénic a presque 13 ans d'expérience, on a une
très forte tendance sur ce qui va être kitchenware, bien sûr, tout ce qui est cuisson, cuisine, préparation. Donc, voilà, aujourd'hui, dans nos clients, par exemple, on a Opinel, on a Tarreras Montjean, on a Debuyer, donc très forte présence sur tout ce qui est kitchenware. Également sur tout ce qui est cosmétique, bien sûr. Là encore, il y a énormément de demandes sur le marché américain de cosmétiques français. Et c'est un gage, c'est l'un des rares marchés où effectivement le Made in France ou le conçu en France a un vrai avantage. Et puis après, je dirais, c'est encore une fois tout produit qui apporte une solution, qui n'existe pas ou qui apporte un avantage sur un produit existant peut être successful. Il y a l'habillement, bien sûr, mais là, je connais moins. On n'a pas de clients aujourd'hui dans tout ce qui est mode et habillement, mais on est consulté régulièrement justement sur la mise en place sur des marketplaces de produits d'habillement. Donc là encore, je dirais que le Made in France a encore sa cote sur ce marché. Et pour rebondir là-dessus, je pense que je pense pas qu'il y ait vraiment de catégorie figé, tu veux dire, à partir du moment où il y a une valeur ajoutée, ça… Voilà. À partir du moment où il y a une valeur ajoutée, il faut que pour que ce soit un produit et en gros, entre guillemets, une chance aux États-Unis, il faut qu'il y ait un plus produit. Et ce plus produit, ça peut être un avantage du produit lui-même, ça répond à une attente du marché qui n'a pas été répondu par quelqu'un d'autre. Ça peut être un avantage prix potentiellement. Ça peut être aussi un avantage d'image. Opinel, bon, ils font des couteaux, mais il y a forcément plein de monde qui fait des couteaux. Ils ont cette image de Savoie, outdoor, etc. Et donc, ils capitalisent sur cette image qui a été développée par Opinel depuis une centaine d'années ou plus. Donc, à partir du moment où il y a un avantage du produit, il faut capitaliser dessus. Donc, et l'avantage n'est pas forcément ça peut être vraiment, il faut trouver quel est l'avantage et se focaliser dessus et bâtir sa stratégie autour de ça. Mais il faut aussi avoir l'humilité de pouvoir changer la stratégie, comme disait Thibaut dans son dernier slide. C'est un marché, même si votre stratégie et vous pensez que c'est la meilleure stratégie aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie demain. Il faut écouter le marché et être prêt à changer, adapter, que ce soit le produit, le prix, enfin, être prêt à s'adapter et à suivre le marché au fur et à mesure que vous commencez à mieux connaître votre marché. Merci. On a une autre question complémentaire de Marianne qui s'interrogeait tout à l'heure. Donc, si on pouvait être référencé online sans être néanmoins sur les linéaires. Marianne demande comment, par exemple, on peut intégrer la marketplace de Walmart. Déjà, il y a les prérequis, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez un stock aux États-Unis parce qu'ils ne vont pas apporter le stock pour vous. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, avoir vos opérations ou quelqu'un qui soit capable de dispatcher vos produits aux États-Unis. Donc ça, c'est le prérequis. Une fois ça fait, vous référencez votre produit. Alors, Walmart, c'est pratiquement une copie aujourd'hui d'Amazon. Donc, vous référencez votre produit sur Walmart et puis vous pouvez le référencer comme Amazon. Maintenant, Macy's ou Bloomingdale ou autre, sur des plateformes comme ça, il faut en général avoir un contact d'acheteur. Mais on a aujourd'hui, par exemple, au sein de BBN, suffisamment d'expérience pour contacter le contact du contact chez Macy's. On arrive toujours à avoir le bon acheteur à proposer à nos clients le contact si jamais ils l'ont pas. Ok, ça a répondu à votre question, Marianne. De toute façon, si vous voulez aller plus en détail sur certains points, on est à votre disposition après le webinaire pour échanger en one-to-one. Donc, n'hésitez pas, c'est très facile d'organiser une visio ou un call avec vous et puis nos intervenants ou votre chargé d'affaires BCI. N'hésitez surtout pas, on est à votre entière disposition. Je crois qu'on arrive en fin de webinaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer. J'attends peut-être une minute s'il y a des gens qui veulent réagir à tout ce que l'on vient de dire. Bon, en attendant, je vous dis juste
qu'à la fin de cette présentation, donc, je vous ai reporté les coordonnées de vos chargés d'affaires. Bon, vous les connaissez tous pour la plupart, hein, vos chargés d'affaires respectifs par secteur. Je vous ai mis également les coordonnées de mes collègues en CCI territoriale qui peuvent vous donner un appui précieux, notamment sur les aspects techniques et réglementaires. Et puis enfin, vous avez ici les coordonnées de Thibaut et de Sébastien, si vous souhaitez les contacter pour leur poser vos questions. Tout le monde est à votre entière disposition. Écoutez, je ne vois pas de questions arriver, donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci encore à tous les deux, Sébastien et Thibaut, pour votre expertise et puis votre intervention cet après-midi. Merci. Et comme disait Karen, je pense, Merci à tous. un point, c'est qu'on est disponible, prêt à, s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été abordées, on est tout à fait prêt à faire des réunions de suivi. Merci beaucoup. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre nouvelle participation à ce webinaire. Le prochain rendez-vous de cette semaine USA, c'est demain. On va parler d'agroalimentaire et de ses réseaux de distribution. Donc, je vous donne rendez-vous à la même heure, à 16 h, demain, pour le 3e webinaire de cette semaine USA. Prenez bien soin de vous. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. N'oubliez pas qu'on est à votre disposition par mail ou par téléphone. On est à votre écoute pour aller plus de l'avant dans vos projets sur les États-Unis. À très bientôt. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.